Personnellement, je pense que dans l'univers, du moins dans la portée accessible, nous sommes la seule forme de vie et qu'il n'en existe pas d'autres développées. Pourquoi est-ce que je pense cela ? Parce qu'elle n'aurait pas dû apparaître en même temps que la nôtre. Oui, elle aurait très bien pu apparaître il y a quelques millions d'années, une autre il y a 1 milliard d'années, une autre encore plus tôt. Il serait entré déjà depuis longtemps à notre porte, comme on dit. À moins de prendre en compte Dieu ou les dieux, alors peut-être un extraterrestre. Les Sumériens pensaient peut-être qu'ils étaient des extraterrestres. Enfin, temporairement, ils pensaient qu'ils étaient des dieux et des extraterrestres, donc chez nous. Eh bien, personne ne nous a rendu visite au cours des 6000 dernières années, apparemment. Autrement dit, nous n'avons remarqué personne. Disons-le ainsi, oui. Pourtant, nous avons de nombreux dispositifs de surveillance, mais... Eh bien, après avoir dit tout cela, écoutons. Le chef du département d'astronomie, un peu de l'université Harvard, pas d'une ruelle de Harvard, il ne semble pas être le dernier venu dans la science. Je pense que ce n'est pas un fou du quartier. Alors, avis Yoav, à propos du signal venu de l'espace. Vous croyez qu'avec ce que nous avons vu, Ed Triatlas, il y a une chance qu'il y ait une forme de vie dessus, qu'elle soit morte ou vivante? Oui, c'est possible. La vie pourrait avoir été introduite de l'extérieur dans le système solaire, nous l'ignorons. Vous voyez, et les scientifiques font très bien semblant d'être les adultes dans la pièce en disant « Vous savez, voici ce que nous pensons ». Mais le fait, c'est que, vous savez, la nature est bien plus inventive que nous. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est d'observer et d'étudier tout ce que la nature apporte dans notre cours. Et le fait est qu'un visiteur venant de l'extérieur du système solaire ou quelqu'un qui arrive dans notre cours, c'est, vous savez, un nouveau risque que personne n'avait pris en compte auparavant. Cela pourrait être un événement signe noir dont la probabilité technologique est faible, mais aux conséquences énormes pour l'humanité. Oh oui. En ce qui concerne l'objet que les scientifiques ont appelé 31 Atlas, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi Atlas. Se déplaçant sur une orbite hyperbolique, ce qui est important, cela signifie qu'il vient de l'extérieur de notre, selon l'opinion classique, système planétaire. Ils appellent cela une origine extrasolaire. Je ne sais pas ce que signifie extrasolaire, eh bien au moins en dehors de notre système solaire. Donc nos comètes et astéroïdes locaux se déplacent sur des trajectoires elliptiques, alors que celui-ci suit une trajectoire hyperbolique. Mais il s'est passé d'autres choses étranges en plus de cela. Et cet Atlas, il s'approchait du Soleil et a soudainement accéléré brusquement, bien plus que si seule la gravité agissait sur lui. Atlas s'est aussi mis à briller intensément. Il s'est passé quelque chose en lui qui l'a fait accélérer. Il est parti s'est éloigné du Soleil. Honnêtement, je n'ai pas encore élucidé cela. Et de tels objets pénètrent parfois dans le système solaire de manière totalement inexplicable, accélèrent, changeant de trajectoire, cela arrive. Et ils réagissent d'une certaine manière aux éruptions solaires. Cela a éveillé l'intérêt du Congrès pour les objets volants non identifiés, un sujet débattu depuis 20 ou 50 ans. Il y a 1 an, tout cela s'est un peu calmé. Mais maintenant, à cause de cet atlas, ils se sont soudainement inquiétés et ont décidé d'enquêter plus en détail. Pendant de nombreuses années, George, comme je l'ai déjà dit, a été reconnu pour son travail. Il a reçu le prix Peabody, le prix Dupont, le prix Edward Murrow et 27 différents Emmy régionaux pour ses reportages d'investigation. En effet, il a raconté l'histoire du Nevada avec clarté, objectivité et honnêteté. C'est pourquoi je sais que son témoignage d'aujourd'hui représentera la majorité. Un grand intérêt et une grande valeur pour ce comité. Merci beaucoup. Le Congrès a convoqué des scientifiques qui possèdent des matériaux qu'ils considèrent comme anormaux, c'est-à-dire qui, selon eux, n'auraient pas pu se produire sur Terre. Je m'appelle Jeffrey Nuccitelli, je suis un ancien officier de la police militaire avec 16 ans de service dans l'États-Unis Air Force. Je suis ici aujourd'hui parce que le peuple américain a le droit et le devoir de connaître la vérité sur les phénomènes aériens non identifiés. Cette vérité demeure cachée, étouffée par la peur, les représailles, la stigmatisation et la confusion. Aujourd'hui, nous sommes ici pour briser ce silence. Entre 2003 et 2005 incidents impliquant des phénomènes aériens non identifiés se sont produits sur la base de Vandenberg.
Où se trouve le projet national de défense antimissile, qui est une priorité de la sécurité nationale? À cette époque, nous effectuions des lancements que la Direction nationale du renseignement considérait comme les plus importants depuis 25 ans. C'étaient des lancements historiques. Ces installations essentielles ont souvent été survolées par des phénomènes aériens non identifiés. Chaque incident a été observé par plusieurs membres du personnel, documenté, enquêté et signalé à la chaîne de commandement. Ainsi, des objets volants inconnus et incompréhensibles ont assisté aux essais militaires. Tout a été enregistré, tout a été consigné dans des rapports, de nombreux témoins ont transmis l'information à la hiérarchie. Les intrusions ont commencé le 14 octobre 2003, lorsque des sous-traitants de Boeing ont signalé un grand carré rouge lumineux planant silencieusement au-dessus de 2 sites de défense antimissiles. Quelques minutes plus tard, il s'est dirigé vers la base à l'est, puis a disparu derrière les collines. Cet événement, désormais connu sous le nom de carré rouge de Vandenberg, a été mentionné par le représentant Loon lors de la première audition sur ce sujet. Les dossiers officiels de l'États-Unis Air Force concernant cet événement sont à la disposition de l'ARU et du FBI. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais de service, les gardes du complexe de lancement critique ont signalé un objet lumineux se déplaçant rapidement au-dessus de l'océan. J'ai réagi à l'incident. La radio est devenue chaotique lorsque l'objet s'est rapidement approché. J'ai entendu mes amis crier « Il vient droit sur nous, il vient droit vers nous, et maintenant il est juste ici ». Quelques instants plus tard, j'ai entendu qu'il disait qu'il s'était envolé et avait disparu. Quand je suis arrivé sur place, j'ai parlé avec 5 témoins bouleversés qui ont décrit un énorme objet triangulaire. Plus grand qu'un terrain de football, il est resté silencieux 45 secondes au-dessus du poste de contrôle, puis est parti à une vitesse incroyable. Une semaine plus tard, une autre patrouille a vu une lumière étrange au-dessus de l'océan. Pensant qu'il pouvait s'agir d'un avion non déclaré, ils ont déclaré l'état d'urgence et les forces armées ont réagi. Avant l'arrivée des forces, l'objet est descendu et a soit atterri, soit flotté au-dessus de notre piste. Ce que j'ai observé et ce que notre équipe a enregistré ne correspondait pas aux avions ou aux drones habituels tels qu'ils apparaissent dans notre système. Un objet autolumineux en forme de tic-tac est apparu de l'océan avant de rejoindre 3 autres objets similaires. Ensuite, les 4 ont disparu simultanément avec une accélération élevée, synchronisée et presque instantanée. Je n'ai pas observé de bang sonique ni aucun signe de propulsion conventionnelle, pas de traînée d'échappement, ni de mouvement des surfaces de contrôle sur le système d'imagerie Saphir. Vous savez, le public entend depuis la fin des années 40 qu'il n'y a rien dont il faille s'inquiéter ici. Ces mystérieux appareils, vus par des millions de personnes dans le ciel, les océans ou sur Terre, ne sont pas réels et ne présentent aucun danger. Les témoins se trompent, ce sont des excentriques. N'y croyez pas. Cela a changé pour moi. Ce qui m'a marqué, c'est la trace écrite. Des documents obtenus auprès du gouvernement des États-Unis après l'adoption de la loi sur la liberté d'information. Ces documents présentent une image bien différente de celle transmise au public, à la presse et au Congrès depuis des années. Ces documents de militaires et de renseignements à huis clos reconnaissent, je cite, ces choses sont réelles, elles ne sont pas fictives. Elles peuvent voler informations, elles sont évasives et surpassent tous les avions connus, y compris les nôtres. Au public, on disait évidemment autre chose, comme je l'ai mentionné. En 1989, j'ai évoqué un homme nommé Bob Lazar qui disait avoir travaillé sur le site C4 dans le désert du Nevada, près de la zone 51. Il a dit là qu'il faisait partie d'un programme de rétro-ingénierie. Il disait qu'il démontait des vaisseaux extraterrestres pour comprendre leur fonctionnement, une tâche complexe. Je me suis vraiment plongé en profondeur. Mais au fil des années, j'ai interviewé des dizaines d'autres personnes et j'ai détaillé leurs témoignages dans une déclaration écrite. Parmi eux, les sénateurs Harry Reid, Howard Cannon, Nevada, et un homme nommé L.O. Donnell, premier directeur général, et J.N.G. au Nevada, géraient le site d'essai où des centaines d'armes nucléaires ont été testées. Il y a un homme nommé Dr. James Lokatsky, qui était un scientifique ayant fait carrière à la direction du renseignement militaire, et c'est lui qui a lancé un programme appelé AAIBU. Special Access Program est un programme d'application de systèmes d'armes aérospatiales avancés, qui, à notre connaissance, est le plus grand programme officiel sur les objets volants non identifiés jamais financé par le gouvernement américain.
Ce programme a recueilli une quantité incroyable d'informations que les membres de ce comité et le monde, pour la plupart, n'ont jamais vues. Je n'ai toujours pas publié 95% de ce qui a été préparé par ce programme qui a coûté des millions de dollars. Il est incompréhensible de savoir si de tels programmes existent et si on en est informé. Nos élus ou nos responsables nommés, le directeur du FBI, le ministre de la Défense, enfin maintenant c'est un ministre, un militaire, le président d'ailleurs. Et je vois une lumière blanche apparaître et s'arrêter à environ 30 mètres dans les airs. J'ai pensé que c'était un ballon météo, j'avais déjà vu des essais de là-bas. Eh bien, un soir de semaine, vous savez, rien d'inhabituel. Rien d'étonnant, eux et moi avons fini notre cigarette et commencé à marcher vers la piste. Il y a une piste, et comme je travaillais de nuit depuis 3 mois, j'ai commencé à marcher sur la piste la nuit, quand on avait du mauvais temps. En marchant vers la lumière, la ligne de vol et la piste, la lumière a traversé la base, puis la ligne de vol, et un triangle est apparu autour d'elle en s'approchant de moi. Je ne peux pas dire si c'est un camouflage actif ou non. Je ne sais pas si c'est apparu autour de la lumière, mais c'était d'abord une lumière blanche, puis un triangle. Il s'est arrêté à 30 mètres devant et au-dessus de moi. Mon téléphone est devenu très chaud et a complètement buggé. Je me souviens à quel point il était épais. Il avait l'épaisseur d'1 à 2 étages, c'était un triangle équilatéral. Je n'ai jamais pu voir son sommet et les bords étaient à 90 degrés. Il y avait au total 4 lumières, une à chaque coin, et une lumière plus grande au centre, 2 à 3 fois plus grande que celle des coins. Mais ce qui était vraiment étrange, c'était l'extérieur. La meilleure façon de décrire cela, c'est comme regarder une photo prise par le télescope James Webb, où il y a des couleurs, et ensuite un fond noir. L'appareil était recouvert d'une peinture métallique noire au reflet, et sur le dessus, une sorte de lave plasma doré, un liquide coulait sur et autour. Je suis resté en dessous pendant environ 2 ou 3 minutes, puis la lumière centrale clignote 2 ou 3 fois sans bruit, puis elle s'élève immédiatement à la hauteur d'un avion de ligne, au minimum selon moi, et tout de suite je ressens de l'électricité statique sur tout le corps, puis je sens une odeur comme après un orage ou un éclair, cette forte odeur d'orage d'été. Ça monte à l'altitude de vol. En redémarrant mon téléphone, seule la lumière centrale reste visible. Si je ne l'avais pas vu décoller, j'aurais pensé que c'était l'étoile M. Il reste alors suspendu, puis se déplace lentement vers l'est au-dessus de l'Atlantique. J'ai finalement redémarré mon téléphone. La scène de l'apparition de la lumière près du hangar à sa disparition au-dessus de l'océan a duré environ 15 minutes. D'accord, c'est un officier du renseignement qui a d'ailleurs travaillé de nombreuses années dans l'aviation. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle expérience? Ou peut-être qu'il était ivre? C'est énorme. Un fichier comme « As-tu réussi à le sortir de Russie? Fais attention dans tes chaussettes. » Je ne pense pas vouloir être trop précis, parce qu'il se peut que je doive y retourner et en prendre encore un peu. Oui, non, ce serait de la folie de faire ça. Mais encore une fois, j'ai pris les pages du dessus qui étaient marquées d'un tampon de sécurité et je les ai sorties moi-même, mais le reste, je les ai jetés dans ma valise, ajouté du caviar pour détourner l'attention et espérer que ça passe, sinon je serais citoyen de Sibérie. Et ensuite, vous en aviez aussi. Vous avez rapporté que James Latsatsky est venu vous voir avec une propriété gouvernementale d'objets volants non identifiés. Comment ont-ils finalement obtenu l'accès? Pouvez-vous confirmer l'authenticité de cette affirmation? Le docteur Latsatsky, scientifique spécialiste des fusées et analyste du renseignement, a servi longtemps à la direction du renseignement du ministère de la Défense. Respecté et qualifié, il a inspiré le programme AFSAP, comme je l'ai déjà mentionné précédemment. Et vous savez, pour être totalement transparent, j'ai coécrit 2 livres avec lui. Il l'a annoncé de façon inattendue à moi et à notre autre co-auteur. Et il nous a fallu 14 mois pour obtenir l'approbation du DOPS pour qu'il puisse publier 2 phrases à ce sujet. Il a dit que cet appareil, nous avons réussi à y pénétrer. Il n'avait ni aile, ni rotor, ni queue, pas de carburant, pas de réservoir de carburant. Il ne savait pas comment il volait, ni comment il était contrôlé. Il avait clairement une apparence aérodynamique, mais il n'est pas entré dans les détails. M suit strictement les règles. Sans autorisation, il ne dira rien de plus à ce sujet. Mais ce n'est pas à nous, ce n'était pas à nous. Nous ne l'avons pas fabriqué. Nous ne savions pas qu'il avait fait, comment cela avait été construit, ni comment cela fonctionnait.
Nous en avons au moins un, ce qui confirme que nous possédons vraiment des disques récupérés. Aux États-Unis. Des rumeurs circulent tous les deux depuis longtemps, selon lesquelles il y aurait au moins 2 engins d'origine extraterrestre dans les laboratoires du Nevada, et les restes d'un autre appareil écrasé. Et il paraît que, justement, dans celui qui s'est écrasé, il y avait déjà des êtres non vivants, mais ce qu'ils appellent des extraterrestres. Mais d'un autre côté, cela peut aussi être une légende, bien sûr. Dans la quête de la transparence. Ici, je dois avouer en tant que témoin que, vous savez, dans mon enfance, je n'ai jamais vraiment cru aux objets volants non identifiés ou à tout cela. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un peu étrange et ce genre de choses. Mais vous savez, après avoir entendu vos témoignages de la part de militaires respectés et après avoir regardé la vidéo que mon collègue M. Berleson vient de présenter, je dois admettre que j'ai fini par y croire. Ce n'est pas que je sache d'où viennent ces choses, ou vous savez ce qu'elles font réellement. Mais j'aimerais commencer par une question aux témoins. Monsieur Nuchitelli, vous avez servi dans l'armée de l'air, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous croyez aux objets volants non identifiés avant votre rencontre? J'ai toujours été intéressé. Oui. Bien, chef Wiggins, vous êtes actuellement dans la marine, n'est-ce pas? C'est exact. Vous croyez aux objets volants non identifiés avant votre rencontre? Oui, je viens de Las Vegas et j'ai regardé toute ma vie. Georgia Napa. D'accord. Et vous, monsieur Borland? Oui. J'ai toujours été ouvert à là où mènent les faits. Donc, est-ce que vous, les gars, aviez peur ou hésitiez à vous manifester? Racontez votre histoire par peur et par croyance que vous pourriez être puni ou isolé de la société à cause de vos histoires, Kabir. Monsieur Nuchitelli, oui. Oui, absolument. Je ne prendrais probablement pas la parole si je n'avais pas de documents pour confirmer une partie de mon histoire. Et je ne prendrais pas non plus la parole sans les personnes qui nous ont ouvert la voie lors de la première audience au Congrès. Des membres du gouvernement dissimulent des informations sur les phénomènes anomaux non identifiés par une classification excessive. Depuis 2021, toutes les vidéos de phénomènes anomaux non identifiés sont classées secrètes ou plus. Un tel niveau de secret ne fait pas seulement obstacle à notre compréhension, il alimente aussi les spéculations et la méfiance. En 2014, j'étais pilote de FDX-8 Foxtrot au sein du 11e escadron de chasseurs-bombardiers de la marine, les Red Reapers. J'étais basé à la base aéronavale d'Oceana à Virginia Beach. Après la modernisation du radar de nos avions, nous avons détecté des objets inconnus dans notre espace aérien. D'abord, nous pensions à des erreurs radar, mais nous avons vite comparé les traces radar avec divers capteurs, dont les infrarouges, puis confirmé par identification visuelle. En entraînement dans la zone Whiskey 72 à Dix Miles de Virginia Beach, 2 FDX-8 Super Hornet ont été séparés par un phénomène aérien non identifié. L'objet, un cube gris foncé ou noir dans une sphère transparente, s'est approché à 15 mètres de l'avion de tête et mesurait entre 1,5 et 4,5 mètres de diamètre. Le commandant a stoppé le vol et est rentré à la base. Notre escadron a transmis un rapport de sécurité, sans reconnaissance officielle de l'incident ni autre moyen de signaler les faits. Bientôt, ces rencontres sont devenues si fréquentes que les équipages discutèrent du risque des phénomènes aériens non identifiés comme faisant partie de leur briefing pré-vol régulier. Conscient de la nécessité d'agir, j'ai créé les Américains pour une industrie aérospatiale sûre. Depuis, cette organisation sert de refuge aux témoins de phénomènes aériens non identifiés qui restaient auparavant silencieux faute de procédures d'accueil sécurisées. Plus de 30 témoins se sont manifestés et près de 5000 Américains ont rejoint la lutte pour la transparence sur safeaerospace.org. La majorité des témoins sont des pilotes de grandes compagnies aériennes, souvent des vétérans avec des années d'expérience. Les pilotes signalent des phénomènes aériens non identifiés à des altitudes qui semblent être à plus de 40 000 pieds au-dessus d'eux, possiblement en orbite basse ou en zone grise. Sous la ligne de Kármán, effectuant des manœuvres inexpliquées comme des virages à droite, des orbites rétrogrades ou des crochets en forme de J. Ces rapports sont parfois répétés, avec de nombreuses observations récentes au nord d'Hawaï et dans l'Atlantique Nord. D'autres vétérans nous signalent aussi des rencontres avec des phénomènes aériens non identifiés dans notre espace aérien et nos océans. Les cas les plus convaincants impliquent des phénomènes aériens non identifiés observés par plusieurs témoins et capteurs. Je crois que ces récits ne représentent qu'une partie de l'histoire et que d'autres témoigneront. Quand cela sera-t-il sans risque? Je m'appelle David Fravor, commandant retraité de la marine américaine. En 2004, je dirigeais l'escadron de chasseurs-bombardiers 41, les Black Aces. Nous dépendions de l'aile aérienne 11 sur le porte-avions Nimitz et avons entamé 2 mois de préparation au large de la Californie. Ce jour-là, nous avions prévu un entraînement aérien en 2 contre 2 avec l'United States Ship Princeton comme contrôle. Après le décollage du Nimitz, mon ailier nous a rejoints
On nous a dit que l'entraînement serait suspendu et que nous allions effectuer des missions réelles. Quand nous nous sommes dirigés vers l'ouest, le contrôleur aérien comptait la distance jusqu'à l'objet vers lequel nous allions et nous ne savions pas ce que nous allions voir en arrivant. Le contrôleur a précisé que ces objets avaient été vus plus de 2 semaines, descendant de 80 000 à 20 000 pieds, y restant des heures avant de remonter. Au-dessus de 80 000 pieds, c'est l'espace. Nous sommes arrivés sur place à une altitude d'environ 21 000 pieds et le contrôleur a annoncé une fusion, ce qui signifie que notre écho-radar se trouvait maintenant dans la même cellule de résolution que le contact. Nous avons compris que, lorsque nous avons regardé autour de nous, nous avons remarqué que nous voyions de l'eau blanche sur la droite. Il est important de noter que le temps ce jour-là était presque parfait. Au large de San Diego, le ciel était clair, une brise légère soufflait et la mer calme faisait ressortir l'eau blanche sur le bleu de l'océan. À bord d'un F-18F, nous étions 4, pilotes et opérateurs d'armement. Depuis le siège arrière, nous avons regardé vers le bas et avons vu un objet blanc en forme de bonbon tic-tac, avec un axe longitudinal orienté du nord au sud, qui se déplaçait très brusquement au-dessus de l'eau, comme une balle de ping-pong. Il n'y avait ni rotor, ni trace de ceci, ni aucune surface de contrôle visible, comme des ailes. Lorsque nous avons commencé à nous diriger dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'objet, mon opérateur de système d'armes et moi avons décidé de descendre pour l'observer de plus près. Tandis qu'un autre avion restait en altitude pour nous surveiller, ainsi que le tic-tac, nous avons continué à tourner sur environ 90 degrés depuis le début de la descente. L'objet OB a alors soudainement aligné son axe longitudinal avec mon avion et a commencé à monter. Nous avons poursuivi en piqué à 270 degrés où était le tic-tac ou le frost, et nous avons plongé vers l'endroit où se trouvait le tic-tac. Notre altitude à ce moment-là était d'environ 15 000 pieds et le tic-tac était à environ 12 000 pieds. Quand nous avons pointé le nez vers l'objet, en nous approchant à un demi-mille, il a brusquement accéléré devant nous et a disparu. Notre ailier, à environ 8 000 pieds au-dessus, a aussi perdu le contact. Nous avons aussitôt fait demi-tour pour voir où était l'eau blanche, mais elle avait disparu. Alors, quand nous avons commencé à faire demi-tour vers l'est, le contrôleur est entré en contact et a dit « Monsieur, vous n'allez pas le croire, mais cette chose se trouve à votre point de capture, à environ 60 miles d'ici en moins d'1 minute. Vous pouvez calculer la vitesse. » Les audiences continuent. De plus en plus de militaires, de policiers, de scientifiques et même de simples passants avec des caméras. Je ne sais pas à quelle conclusion nous allons tous arriver, mais je sais que... La vérité... Je ne sais pas, est-ce qu'une vérité va surgir ou non? Est-ce que la vérité n'est qu'une fantaisie de sait-on ça? Et ce qui en ressortira pourrait être quelque chose de banal ou simplement un jeu de lumière. Mais le Congrès des États-Unis a finalement décidé de faire la lumière sur tout cela et soit de confirmer, soit de démentir les rumeurs qui circulent depuis un demi-siècle sur la Terre et qui aujourd'hui envahissent Internet. Naturellement, j'ai pensé que cela pourrait simplement vous intéresser, que le Congrès s'occupe sérieusement de cette question. Et si jamais il découvre quelque chose? Exactement, oui. N'oubliez pas d'activer la cloche et de partager les vidéos intéressantes avec vos amis. Au revoir, à la prochaine.